Salut à toi, c'est Crispy. Alors ça y est, t'as décidé de venir en Suisse, super choix, mais maintenant, par où commencer? Pas de panique, dans cette vidéo, je vais te guider pas à pas pour que ton installation se passe sans stress, que tu aies fait le choix de vivre en Suisse ou du côté de la France en tant que frontalier. Que tu aies déjà vu mes deux premières vidéos sur le sujet, c'est-à-dire 1. Est-ce que travailler en Suisse est fait pour toi? Et 2. Est-ce que tu es plutôt fait pour vivre en France ou en frontière? Ici, je t'explique tout le reste, c'est-à-dire comment trouver un travail, un logement, gérer tes démarches administratives, choisir ton assurance maladie, bref, la totale. Et comme toujours, je ne vais pas juste te balancer une liste sous les yeux, je vais te donner mes conseils personnels, les astuces qui m'ont vraiment aidé dans mes démarches et les solutions que j'ai personnellement choisies. En bonus, pour que tu sois totalement tranquille et autonome sur le sujet, et surtout pour pas que tu aies à te refaire 15 fois la vidéo, je t'ai fait une checklist ultra détaillée qui t'explique toutes les étapes pas à pas à réaliser que tu décides de vivre en Suisse ou en frontière. Donc si tu veux éviter les galères, économiser du temps et de l'argent, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Allez, on est parti. Donc sur cette frise chronologique, je t'ai placé quelques étapes clés que j'ai représentées en 4 phases bien distinctes. La première phase, c'est la phase de la recherche de travail. C'est celle-ci qui va tout déclencher. Alors c'est possible de faire les phases d'après sans avoir de travail, mais c'est beaucoup plus dangereux et stressant, donc je le déconseille fortement, on le reverra dans la suite de cette vidéo. La première phase, c'est donc la recherche de travail. La deuxième, la recherche d'appartement. Et la troisième, la préparation du départ, pour finir avec la phase 4 et la gestion de son arrivée. La phase la plus importante, c'est donc la phase 1, la recherche du travail. Les phases les plus chronophages et stressantes, c'est la phase 2 et 3, étant donné qu'elles se passent sur le même fuseau temporel. Et la phase la plus tranquille, c'est la phase 4, une fois qu'on a son début d'activité qui est acté. Dans cette vidéo, j'ai suivi la frise chronologique que j'appelle la voie royale, c'est-à-dire on trouve un travail, on cherche un appartement et ensuite on fait toutes les démarches. On va donc pouvoir rentrer ensemble en détail dans la première phase de toute cette planification, la recherche de l'emploi en Suisse. Dans cette première section, on va donc parler de la première étape cruciale de ton projet, c'est trouver un emploi en Suisse. Que tu sois futur résident suisse ou frontalier, c'est une étape clé qui peut absolument tout changer, ou surtout tout bloquer. Avant de commencer, petit disclaimer, ce que je vais te partager ici s'adresse principalement à des personnes avec un certain bagage professionnel, c'est-à-dire des gens entre 25 et 50 ans qui ont soit beaucoup de diplômes, soit une expertise particulière. Donc si tu es entre 25 et 50 ans et que tu as soit beaucoup de diplômes, soit une expertise particulière dans un domaine bien précis, cette vidéo est faite pour toi. Donc tout d'abord, le marché de l'emploi en Suisse, le marché est tendu, il n'y a pas besoin de le préciser, il y a beaucoup plus de demandes que d'offres. Et après, ça dépend vraiment des secteurs. Il y a des branches en ce moment comme le luxe ou la banque qui traversent des périodes assez difficiles, comme tous les secteurs d'ailleurs qui dépendent de ces premiers secteurs, c'est-à-dire le consulting et la publicité. Par contre, il y a d'autres secteurs qui ne sont pas du tout dépendants de tout ce qui se passe là en début 2025 au niveau international et donc qui restent tout à fait dynamiques comme le secteur du tertiaire par exemple. Ensuite, où est-ce que je peux chercher un travail? Alors, toutes les plateformes comme LinkedIn, Indeed, Glassdoor, ce que tu veux, ça marche très bien aussi en Suisse. Et pour les postes plus qualifiés, n'hésite pas à passer par des cabinets de recrutement, c'est totalement gratuit, comme par exemple Michael Page ou Hayes. Par exemple, moi je suis passé par Michael Page et bon, ça n'a pas été game changer pour mon cas, mais ils m'ont quand même envoyé quelques pistes, faire des revues un peu de mon CV, etc. C'est totalement gratuit. Ils prennent une commission chez leurs clients une fois qu'ils arrivent à te booker dans une entreprise et puis voilà, c'est win-win situation. Ensuite, on va passer rapidement sur les CV à la sauce suisse. Alors, il n'y a pas de mythe ici, avoir un bon CV, c'est important, mais c'est pas une séance mystique. Je vois des formateurs sur internet qui vous vendent des formations pour vivre en Suisse et ils vous refont simplement votre CV, c'est pas ça le fond du sujet, ok? Ce qui va importer, c'est ce qu'il y a dans votre CV, peu importe comme il est présenté. Si après un certain temps de recherche, vous pensez que le problème, c'est les couleurs et la police utilisées dans votre CV, c'est très sûrement que le problème se trouve ailleurs. Bon, mis à part ça, dans le CV, il faut être clair. Il faut se rappeler que le recruteur suisse ne connaît peut-être pas les écoles françaises ni les sociétés françaises dans lesquelles tu as travaillé. Pour les écoles, lui sortir un sombre acronyme d'une école au fin fond de Rouen, ça va pas du tout l'aider. Il faut lui dire en quoi tu majors, quelle est ta spécialité, est-ce que c'est de la banque, est-ce que c'est du commerce, est-ce que c'est de l'ingénierie, il faut le préciser dans le titre de l'école. Et pour les entreprises, c'est la même logique. Dis-toi qu'un Decathlon, c'est connu en Suisse, donc si tu mets Decathlon, il n'y a pas besoin de préciser que c'est une enseigne qui vend des vêtements de sport. Par contre, si tu parles d'une enseigne comme Go Sport, par exemple, qui est beaucoup moins populaire en Suisse, il faut le préciser de quelle taille est la société, etc. Là, tu vois, il faut absolument mâcher le travail au recruteur. Si Go Sport, pour lui, c'est pas évident, il faut lui préciser dans quelle industrie c'est et quelle est la taille de la société. Ensuite, tu dois mentionner ton permis de travail si tu en as un dans tes coordonnées. Là, ça va donner une idée au recruteur si tu as déjà bossé dans des sociétés suisses et donc tu es un petit peu habitué au rythme de travail.
2, si tu as déjà un pied potentiellement en Suisse, si tu es déjà en cours de démarche. Et 3, si c'est lui qui va devoir se taper toutes les démarches à ta place. Et attention aux phases amies, ici le permis B, c'est le permis de résident en Suisse. Et en France, à l'époque, on nous faisait marquer sur nos CV notre permis de conduire qui s'appelle aussi le permis B. Donc si tu n'as pas de permis de résidence et que tu écris permis B sur ton CV, ça peut créer une situation un peu gênante lors de ton futur entretien. Donc je te conseillerais de retirer toute mention de ton permis de conduire. On n'en a rien à faire sur le CV suisse. Ensuite, toujours dans la partie contact en haut de ton CV, alors peu importe où c'est, mais le numéro de téléphone, c'est beaucoup mieux. Si tu as un numéro de téléphone suisse, ça c'est sûr. Encore une fois, ça montre que tu as déjà un petit pied ici, que tu es un peu un ancien. Néanmoins, pour avoir un numéro de téléphone, on le verra plus tard, il te faut une adresse en Suisse pour pouvoir recevoir ta carte SIM. Alors, soit tu te la fais livrer chez quelqu'un, ce qui est plus ou moins légal, soit tu attends tout simplement et tu fais avec ce que tu as, c'est-à-dire ton numéro français. Enfin, pour clôturer toute cette partie sur les CV, etc., attention aux candidatures massives chez un même employeur. En effet, il y a certaines entreprises comme Rolex, par exemple, qui blacklistent les candidats qui postulent à trop d'offres différentes sur leur plateforme. Donc attention, bien choisir des offres qui vont vraiment t'intéresser, sur lesquelles tu vas avoir une probabilité élevée d'être recruté. Dans ces boîtes-là, si tu postules à tout et rien, tu vas juste te tirer une balle dans le pied. Donc attends d'avoir une offre qui corresponde parfaitement à ce que tu recherches et à ce que tu vaux. Donc maintenant sur cette partie, étant donné que je fais toute cette vidéo à titre purement éducatif et totalement gratuit, sans essayer de te vendre du rêve, il y a une formation à la fin, je préfère être transparent avec toi. Personnellement, j'avais un bon CV et j'ai quand même mis 6 mois à trouver un travail. Pour relativiser, j'ai un peu uniquement recherché et postulé dans le secteur du luxe. Donc j'ai déposé une quarantaine de candidatures pour lesquelles j'ai eu seulement 2 entretiens en 6 mois. D'ailleurs, un de ces 2 entretiens était facilité parce que c'était une filiale de ma structure en France. J'ai donc eu un entretien toutes les 20 candidatures et un taux de conversion de 50%, ce qui est en toute franchise ultra chanceux. Et pour te démontrer que c'était de la chance, je vais te préciser d'autres cas de certains de mes proches. Dans le secteur du digital, j'ai une amie à moi qui a trouvé en 2 mois en tant que poste junior depuis Paris en faisant donc ses entretiens interposés. Et j'ai une connaissance dans le même secteur qui est elle en plus senior, qui a fait un suivi de conjoint donc en Suisse, qui a trouvé en 8 mois, qui a déposé près de 200 candidatures, qui avait d'ailleurs du réseau et qui a eu seulement 5 entretiens. Donc ça fait à peu près un entretien toutes les 40-50 candidatures et 20% de taux de conversion. On est déjà beaucoup plus réaliste. Tout ça pour dire que même la seniorité, plus le réseau, plus la résidence en Suisse combinée, ça fait pas tout non plus dans des secteurs qui sont relativement peu développés en Suisse. Autre expérience, un ami à moi qui travaille en Suisse en tant que frontalier depuis près de 5 ans dans le secteur bancaire, qui essaye de changer de taf depuis près de 6 mois, qui a toujours pas eu le moindre entretien. Donc même si vous avez déjà un pied en Suisse, c'est pas non plus beaucoup plus avantageux ni évident. Enfin, j'ai 2 autres connaissances qui ont suivi leur conjoint cette fois-ci en frontière. La première, elle travaille dans le développement web. Elle a abandonné ses recherches en Suisse au bout de 6 mois et s'est réorientée vers une société parisienne en full télétravail depuis la frontière. La deuxième personne, c'est un ami à moi qui travaillait dans l'ingénierie automobile et qui a abandonné après 12 mois de chômage. Donc sur ce petit échantillon des gens que je connais personnellement, il y a quand même les 3/4 des gens qui sont venus sur site avant d'avoir trouvé un emploi, qui ont fini par abandonner et à travailler en France. Alors attention, mon but c'est pas de faire peur, hein, c'est un échantillon peu représentatif étant donné que c'est des jeunes de 25 à 35 ans qui ont des bac plus 4, 5 mais d'écoles relativement en moyenne. J'imagine qu'avec des diplômes beaucoup plus valorisés ou d'autres expériences ou expertises, voire d'autres seniorités, c'est totalement différent. Donc si tu as une expertise beaucoup plus développée qu'un jeune sorti d'école ou que tu as justement une super école française qui peut être mieux valorisée en Suisse, tu as quand même beaucoup plus de chances de trouver. Aussi, dans le secteur du tertiaire, c'est très sûrement beaucoup plus rapide et simple de trouver parce que c'est tout simplement des métiers que les Suisses ne veulent pas faire. Et donc, potentiellement, le ratio offre et demande est peut-être beaucoup plus avantageux. Donc maintenant que tu sais où et comment chercher, il n'y a pas de... Donc maintenant, tu sais où et comment chercher, il n'y a pas de secret, tu paramètres des alertes sur tous les sites de recherche, tu vas faire du volume certes, mais du volume qualitatif. Et donc concrètement, ça ressemble à quoi? Tu vas avoir au bout de quelques temps plusieurs versions de ton CV qui vont répondre à chaque typologie d'offre à laquelle tu comptes candidater. Ok, la phase 1, c'est désormais terminé, je pense que tu as compris le message. On va passer à la deuxième phase, c'est-à-dire trouver ton futur appartement, que ce soit en Suisse ou en frontière.
Et avant de rentrer dans le détail, il y a 3 règles générales à respecter. La première, c'est de toujours garder en tête qu'il y a une pénurie de logements, que ce soit en frontière et en Suisse, et donc on a besoin d'un contrat de travail, à minima une promesse d'embauche, et on ne négocie pas les loyers. La deuxième règle, c'est que plus le loyer est élevé, plus ça va te demander un salaire élevé. La règle générale, c'est de gagner plus de 3 fois le loyer. La troisième règle, c'est que plus le loyer est élevé, moins il y a de concurrence. Donc déjà, avec ces 2 dernières règles en tête, on peut avoir différentes approches. Donc pour tuer la concurrence, la première approche, ça va être de trouver les appartements avec le ratio salaire sur loyer le plus élevé possible pour être ultra favorisé par les propriétaires. La deuxième approche, ça va être de trouver des appartements plus premium avec des loyers certes plus élevés, mais une concurrence beaucoup plus faible. Là, en fonction du prix, on peut se permettre de gagner uniquement 2,5 fois, 3 fois le salaire, et on a quand même nos chances. Jusqu'à 2006 de loyer, il y avait une quarantaine de personnes qui visitaient. Ok, la concurrence. On a terminé du coup dans un appartement où le loyer est à 3100. Mais lorsqu'on a visité cet appartement, on était 2. Donc voilà, ce que je viens de te présenter, c'est tout simplement pour moi les 2 options qui permettent d'augmenter significativement tes chances d'être accepté par un propriétaire. Maintenant, rentrons un peu plus dans le détail. On va commencer par la partie française parce que c'est la plus simple. Exactement la même chose que tu cherches un appartement à Rouen, à Paris ou en frontière. Tu prépares ton dossier français, tu regardes les documents nécessaires sur Internet et tu contactes les agents souhaités dans les villes souhaitées. Attention, sur Le Bon Coin particulièrement, c'est un peu comme en Île-de-France. Toutes les offres trop belles sont souvent trop belles pour être vraies. C'est aussi simple que ça. Il y a énormément de scams sur Le Bon Coin. Même s'il y a beaucoup de gens honnêtes qui postent des annonces, fais très attention quand on te demande d'envoyer tous tes documents personnels avant d'avoir réalisé la visite ou quand on demande un acompte pour valider ta candidature. Ça paraît logique dit comme ça, mais il y a plein de gens qui tombent dedans, sinon ça n'existerait plus. Donc voilà, fais attention à toi. Maintenant, si tu cherches à résider en Suisse, tu vas devoir préparer ton dossier suisse. Je vais te présenter comment moi j'ai constitué mon dossier suisse. Pour information, je l'ai envoyé à une seule agence pour un seul bien et il a été accepté directement. En premier lieu, dans ton dossier, on va retrouver une page qui va permettre au propriétaire de savoir à qui est-ce qu'il va louer son appartement. C'est-à-dire une page dans laquelle tu présentes ton profil, mais aussi tu présentes tes motivations pour venir vivre dans cet appartement en particulier. C'est à cet endroit-là que tu vas pouvoir justifier si tu as ou pas encore un permis de résidence et surtout justifier de tes revenus et de ton patrimoine. N'hésite surtout pas à mettre une photo de toi ou de ton foyer et de justifier un maximum tes revenus ou ce que tu possèdes. Dans mon cas personnel, mes anciens revenus, mes futurs revenus, mes avoirs bancaires et aussi les éventuels biens que je possède. Là, il faut vraiment se mettre à la place de l'agence et de la personne dans l'agence qui va gérer ton dossier. Pour un autre dossier, elle va recevoir uniquement une pièce d'identité et pour ton dossier, elle va pouvoir se projeter, voir ce que tu aimes faire, tes centres d'intérêt, à quoi tu ressembles, ce que tu fais, ce que tu possèdes, si tu es propriétaire et que tu as déjà géré des appartements, etc. etc. Donc c'est tous ces trucs-là qu'on va vouloir mettre en avant pour augmenter ses chances. Puis la classique, tu vas mettre une photocopie de ta carte d'identité, ton permis de séjour si tu l'as déjà, ou un justificatif de ta demande en cours. Ensuite, tu vas mettre tes 3 dernières fiches de paye et ton contrat de travail si tu l'as déjà. Petite particularité en Suisse, tu vas aussi mettre un justificatif de ta solvabilité, c'est-à-dire un extrait du registre des poursuites qui datent de moins de 3 mois. Pour faire simple, si tu ne payes pas ton loyer en Suisse, tu vas être blacklisté dans ce registre pendant une durée de 5 ans et c'est exactement ce que le propriétaire actuel veut vérifier. La demande se fait en ligne, tu as le document en moins de 24 heures dans ta boîte mail, ça coûte 17 francs suisses. Et là, c'est les parties optionnelles, c'est vraiment si tu veux augmenter tes chances, tu vas mettre des références. Par exemple, une lettre de ton ancien propriétaire qui justifie que tu as été locataire chez lui avec tel loyer pendant telle période. Aussi, si tu as déjà signé un contrat dans ta société, tu peux demander à tes ressources humaines de te rédiger une lettre de recommandation d'employeur. Si ta société est très connue, tu vas pouvoir bénéficier du effet de halo, du tampon de ta société. Puis, si tu postules à une agence directement, en général, ils ont des formulaires de candidature que tu vas devoir compléter et signer à ajouter à ton dossier. Enfin, je te l'ai dit au début, tu vas pouvoir ajouter là tous les justificatifs de patrimoine que tu as cités dans ta page de présentation. Donc voilà, maintenant ton dossier est complet, tu vas pouvoir rechercher ton appartement. Et là, je vois 3 options. Pour moi, l'option la plus efficace, c'est d'aller chercher une reprise de bail. En Suisse, lorsque tu vas signer ton bail, tu es normalement dans l'obligation de le rompre uniquement à date anniversaire. Maintenant, la réalité de la vie, c'est que tu vas vouloir partir très souvent 6 mois, 3 mois avant la date anniversaire de ton contrat. Et donc là, tu vas devoir faire ce qu'on appelle une reprise de bail. C'est-à-dire, au lieu de le clôturer, tu vas dire que ton bail actuel est repris par une nouvelle personne. Et là, dans le process, ça change tout parce que ce n'est pas à l'agence de chercher des candidats, ça va être au locataire en place de trouver des éventuels repreneurs.
Pour ma part, j'ai trouvé quelqu'un qui voulait faire une reprise de son bail actuel, l'appartement dans lequel je vis, afin de pouvoir aller vivre dans la baraque qu'il venait d'acheter 6 mois avant la date butoir de son contrat. Donc je suis venu chez lui, j'ai un peu tchatché, j'ai déposé mon dossier et il m'a avoué que par souci de temps, il allait garder uniquement 3 personnes qu'il allait pousser à sa régie. Les régies, c'est le nom donné en Suisse des agences immobilières. Et donc là, c'est très important. Si vous postulez à une agence immobilière d'un appartement vacant, vous pouvez être en concurrence avec 250 personnes. Là, j'ai postulé directement auprès d'une personne qui faisait une reprise de bail et j'étais en concurrence avec seulement 2 candidats. Pour trouver les recherches de bail, en Suisse, ils utilisent encore beaucoup Facebook. Donc si vous n'en avez pas un ou si vous l'avez enterré il y a 10 ans, recréez-vous ou réouvrez votre compte Facebook. Vous allez rechercher dans Facebook appartement Nyon, appartement Gland, recherche appartement Genève. Voilà, en fonction de la ville dans laquelle vous allez vouloir trouver un appartement. Il y en a des centaines des groupes comme ça. Et vous allez scroller jusqu'à ce que vous trouviez la mention reprise de bail. L'avantage de cette méthode, c'est qu'il y a très peu de concurrence, donc vous avez beaucoup plus de chances d'être validé. L'inconvénient évident, c'est qu'il y a beaucoup moins de choix dans les appartements disponibles. La deuxième option, ça va être de contacter un chasseur d'appartements qui va vous facturer in fine 1 ou 2 mois de loyer une fois qu'il aura trouvé pour vous. Là, c'est vraiment si vous n'avez pas le temps et que vous ne voulez pas vous impliquer dedans. Est-ce qu'ils ont vraiment des biens off-market? Est-ce qu'ils sont vraiment avantagés par rapport à vous? Aucune idée, je ne suis pas passé par là, mais ça peut valoir le coup de lancer un appel dans cette direction si vous avez les moyens. La troisième option, ça va être directement d'aller voir les régies. Et en Suisse, on a un cas très particulier, ce que j'ai appelé la mafia des régies. Comme on peut voir ici dans l'exemple du canton de Genève, on peut voir que les 3 premières sociétés ont quasiment 100 000 appartements en location, ce qui est totalement énorme. Donc, quitte à se mettre avec tout le monde, autant aller chercher dans celles qui ont le plus de biens. Et là, tu connais l'histoire, c'est comme pour rechercher un travail, on va sur ces sites-là, on met des alertes et on scrolle jusqu'à trouver quelque chose qui nous convient. En Suisse, on va passer sur la partie garantie de loyer qui est assez particulière en Suisse. En France, quand tu vas déposer une garantie de loyer, tu la verses directement au propriétaire qui va la garder et qui va en faire je ne sais quoi à partir du moment où il te la rend le jour où tu pars. En Suisse, c'est assez différent parce que tu vas verser cet argent à un tiers de confiance et pas directement au propriétaire. Comme tu peux le lire, la garantie de loyer sert à couvrir les risques d'impayés au propriétaire et peut correspondre à 2 à 3 mois de loyer au maximum. On va prendre l'exemple suivant d'un appartement à 2000 francs suisses par mois et ton propriétaire qui te demande 2,5 mois de garantie de loyer. Et là, tu vas avoir 2 options qui s'offrent à toi. La première, ça va être d'ouvrir un compte de garantie loyer dans une banque. Ça va être un compte bloqué auquel tu n'auras pas accès jusqu'à ce que les 2 parties, c'est-à-dire le propriétaire et toi, auront décidé que l'argent peut te revenir. Tu vas donc verser 2,5 fois le montant du loyer, c'est-à-dire 5 000 francs suisses sur ce compte. Et ce dernier a un rendement faible, certes, mais c'est quand même ça, 0,15% par an. La deuxième option, c'est que si tu ne veux pas avoir à sortir 5 000 balles en cash la première année, c'est de passer par une société d'assurance. Et donc, tu vas devoir payer une prime d'assurance tous les ans sur ta garantie de loyer. Là, je te laisse aller voir sur les sites que je t'ai mis en bas, AXA, GoCaution, First Caution, Swiss Caution. Je te les ai d'ailleurs classés du moins au plus cher, donc libre à toi de faire tes simulations. Mais là, par exemple, pour assurer 5 000 francs suisses, il te faudrait débourser 283,5 francs suisses par an. Donc d'un côté, tu as sorti plus 5 000 qui est valorisé à plus 0,15% par an. Et de l'autre côté, tu vas devoir payer un rendement cette fois-ci, comme si tu empruntais ces 5 000 à un équivalent de moins 5,7% par an. Et donc là, pour t'aider à choisir entre les 2 options, c'est simple. Soit tu vas avoir besoin de cash pour ton déménagement ou que sais-je, et donc là, tu vas pouvoir souscrire à une assurance de garantie de loyer qui va te permettre de sortir 20 fois moins au départ. Soit tu n'as pas besoin de cash et donc tu vas poser la garantie pour éviter de payer 5,7% par an. La troisième option, c'est que si tu penses que ces 5 000 francs, tu sais les placer et en faire meilleur usage, en tout cas plus de 6% de rendement net par an, tu peux faire le choix de payer la prime d'assurance et de placer ces 5 000 à meilleur escient. Par exemple, si ces 5 000, tu te dis que tu vas pouvoir acheter du Bitcoin et que ça va prendre plus de 6% par an, tu vas être rentable et donc c'est une meilleure solution pour toi. Bien évidemment, ceci n'est pas un conseil en investissement. Et puis après, c'est vrai qu'il y a la dernière option, tu peux changer au bout d'un an ou deux. Tu peux te dire la première année pour ton déménagement, etc., tu as besoin de cash, donc tu gardes. Tu payes une prime d'assurance pendant 1 an et l'année d'après, tu ouvres un compte de dépôt de garantie. Dès que tu as pu mettre 5 000 de côté, tu les mets, fin de l'histoire. Ok, maintenant on a une deuxième partie qui est aussi assez différente en Suisse, c'est les assurances habitation.
Donc là, je vais te présenter les deux assurances qui peuvent être demandées d'ouvrir par ton propriétaire. La première, elle s'appelle assurance RC, c'est l'assurance responsabilité civile privée qui couvre les dommages que vous causez à des tiers. Donc par exemple, tu joues au foot et tu casses le nez de quelqu'un, c'est ton assurance RC qui va être prise en compte. Si tu endommages l'appartement de ton proprio parce que tu fais un dégât ou tu lances un feu dans ta salle de bain, c'est la même chose, c'est ton assurance RC qui va prendre en charge les dégâts. Et elle est d'ailleurs obligatoire pour tous les propriétaires de chiens. Et donc là, de manière générale, elle n'est pas obligatoire, mais il y a certains propriétaires qui vont peut-être te l'imposer. Donc là, tu vas devoir prendre une assurance RC. La deuxième, c'est l'assurance ménage. Donc l'assurance ménage, c'est celle qui va couvrir les dégâts causés aux objets du foyer. Donc par exemple, tu fais un dégât des eaux dans ta salle de bain qui casse ta machine à laver, ou tu fais un départ de feu dans ta cuisine qui tue ton frigo, c'est ton assurance ménage qui va prendre ça en charge. Dans le canton de Genève, elle n'est pas obligatoire et purement optionnelle. Par contre, dans le canton de Vaud, elle est obligatoire et donc tu vas devoir la souscrire aussi. Pour avoir une idée de combien ça coûte, dans la checklist, je t'ai mis le lien de comparer, ce qui permet de comparer tous les prix des assurances pour sélectionner la moins chère, en tout cas celle qui te convient le mieux. Voilà, la deuxième partie sur la recherche d'appartement, c'est terminé. J'espère que tu vas trouver rapidement ce qui te convient, que ce soit dans les vignes, dans les montagnes, en bord de lac ou en pleine ville. Bon courage à toi, je sais que c'est pas évident. Maintenant, on va dézoomer un petit peu. On a vu la phase 1 de recherche du travail, la phase 2 de recherche d'appartement. Et maintenant, on va se pencher sur la phase 3, la phase de préparation au départ. Et avant toute chose, je voulais faire une petite parenthèse sur les permis de résidence parce que c'est pas tout le temps super clair. Dans les faits, c'est pas très compliqué. Tu vas te demander si tu es résident fiscal d'un pays ou d'un autre. Résidence fiscale, c'est quoi? C'est que tu as ton domicile principal, c'est-à-dire plus de 90 jours dans l'année, qui est soit en Suisse, soit en France. En fonction de cette réponse, tu vas devoir faire une demande dans le canton dans lequel tu habites. Si tu viens en Suisse en tant que travailleur, c'est à ton employeur de faire cette démarche. Ça coûte à peu près entre 70 et 90 francs en fonction du canton. Ça prend entre 2 et 4 mois. Et comme toute carte d'identité moderne, il y a la prise biométrique, c'est-à-dire de tes empreintes de doigts. Donc rapidement, si tu es frontalier, tu as un permis G, ça s'appelle le permis de travail frontalier. C'est renouvelé tous les ans et tu peux le demander si tu reviens au moins dans ton pays d'origine une fois par semaine. Du côté de la Suisse, on a le permis B, qui est le permis de séjour temporaire. Celui-ci aussi se renouvelle tous les ans automatiquement et tu peux le transformer en un permis C, c'est-à-dire un permis d'établissement, au bout de 5 ans de vie en Suisse. Et au bout de 5 ans de détention d'un permis C, tu vas pouvoir, après un test, demander ta naturalisation complète. Alors le test de naturalisation, c'est une preuve d'intégration réussie en Suisse. Donc il y a un test de maîtrise de la langue locale, en l'occurrence dans la Suisse romande, le français, le respect des lois et des valeurs suisses, donc casier judiciaire blanc comme neige, la participation à la vie locale, potentiellement des activités en association ou dans des groupes sportifs en Suisse, et la connaissance de la Suisse, c'est-à-dire un examen de culture générale sur l'histoire, la géographie suisse. Donc voilà, au moins maintenant on parle tous le même langage, permis B, permis C, permis G, fin de la parenthèse sur les permis de résidence. Dans la troisième étape, on va s'intéresser à toutes les actions pour préparer son départ depuis la France. Et j'ai regroupé ça en 3 parties, la partie administrative, la partie abonnement et la partie bancaire. Première partie, indiquer son changement d'adresse à tout un tas d'entités françaises comme notamment Amélie, l'assurance maladie, potentiellement la caisse des retraites, la banque, les assurances, et lors surtout de sa déclaration d'impôt de l'année d'après. Puis cas particulier, si vous déménagez en Suisse, vous allez devoir changer votre permis de conduire et ça se passe dans la checklist. Enfin, administratif, si vous faites un suivi de conjoint, c'est-à-dire que vous vivez, être pacsé ou être marié à votre conjoint qui déménage en Suisse pour raison professionnelle, vous pouvez réaliser un suivi de conjoint. L'objectif d'un suivi de conjoint, c'est de pouvoir exporter ses droits au chômage français alors qu'on n'est plus résident français pendant une durée maximum de 3 mois. Ça fonctionne pour les couples mariés ou pour les couples non mariés ou pacsés, sauf que là, il y a 2 options. Soit la personne fait un suivi de conjoint et va chercher du travail en même temps jusqu'à trouver quelque chose, soit elle ne compte pas travailler et donc là, elle va faire une demande de permis de résidence avec activité non lucrative, plus la signature d'une prise en charge financière par votre conjoint. Donc comment ça se passe pour importer nos droits au chômage? On va s'inscrire dans un premier temps à France Travail avec le motif exceptionnel suivi de conjoint. Et là, il va falloir fournir un justificatif de vie commune, donc des factures par exemple, dans lesquelles on a potentiellement vos 2 noms ou des déclarations d'impôts communes, plus des justificatifs liés à la raison du départ
du conjoint, comme un contrat de travail par exemple. Puis vous allez passer un entretien pour remplir le formulaire U2 que je vous invite à regarder sur Internet. Arrivé en Suisse, vous allez avoir 7 jours pour donner ce formulaire à la Suisse, à l'Office régional de placement, l'ORP, du canton dans lequel vous allez résider. Puis la Suisse va confirmer à la France votre inscription et au même moment, vous allez avoir vos droits au chômage français qui vont s'activer. Et à ce moment précis, vos droits au chômage français vont pouvoir être activés pendant une durée de 3 mois. Pour ce qui est des abonnements, là, il va y avoir toute la résiliation des contrats en faisant attention au préavis. Donc, vous allez résilier votre appartement. Si vous êtes locataire, attention, ça peut être entre 1 et 3 mois en fonction si c'est meublé ou nu, en fonction de la zone, etc. Résilier votre parking, là, c'est 3 mois, sauf si vous pouvez justifier d'un suivi de conjoint, et là, c'est 1 mois. Résilier vos forfaits téléphoniques, votre box internet, votre salle de sport, votre fournisseur électricité, etc. Puis, vous allez pouvoir souscrire un abonnement téléphonique. Et donc là, j'ai fait une petite parenthèse sur cette partie parce qu'il y a un petit hack que vous allez pouvoir utiliser. Ce qu'il faut savoir, c'est que les abonnements en Suisse coûtent beaucoup plus cher que les abonnements français. En effet, ils n'ont pas la chance d'avoir des opérateurs comme Free, comme on a en France, qui a pour effet de tirer drastiquement vers le bas le prix des opérateurs téléphoniques. Et donc, il y a facilement un ratio x3, x5 sur le prix de la téléphonie. Et donc là, je vais vous présenter une solution que vous décidez dans le futur de vivre en France ou en Suisse, c'est de prendre un forfait français avec l'option Internet en Suisse. L'option que moi j'ai choisie, qui me semble la plus optimisée sur tous les points, c'est l'option SFR avec l'option suisse. Dans la checklist, je vous ai mis un comparateur en ligne pour vérifier si ça répond à vos besoins. N'hésitez pas aussi de vérifier votre couverture réseau 5G sur Internet pour être sûr que si vous la prenez en frontière, vous allez avoir de la 5G quand vous serez chez vous. Vous commandez votre SIM lorsque vous êtes encore en France, vous vous faites livrer, vous l'installez et là, vous avez un forfait qui marche dans les deux pays sans risque de hors forfait pour à peu près 15 balles par mois. Si le comparateur en ligne vous pousse vers SFR, qui est selon moi l'opérateur le plus optimisé dans notre cas bien précis, je vous invite à utiliser le lien qui est dans la checklist en ligne ou le code de référence qui est en bas de votre écran pour promouvoir tout mon travail. Merci à vous. Attention, il faut le souligner, il y a quand même un inconvénient à avoir un numéro français, c'est que vous allez avoir un numéro en plus 33 et pas un numéro suisse en plus 41. Donc sur votre CV, ça peut être un peu moins attrayant, je dois l'avouer. Les souscriptions et les abonnements, c'est fait. Maintenant, on va s'intéresser au sujet bancaire. Oui, il y a un cas particulier lorsque vous allez travailler en Suisse, que vous soyez frontalier ou résident, vous allez avoir besoin d'un compte bancaire qui commence par CH avec un IBAN suisse, donc un compte bancaire suisse. Et là, je vous ai préparé une nouvelle fois un visuel dans lequel je vous présente, selon moi, les solutions les plus optimisées. Alors moi, j'ai testé toutes ces solutions. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand je suis arrivé, quand j'ai commencé à travailler en Suisse, je ne savais pas si j'allais être frontalier ou suisse parce que j'avais tout simplement pas encore trouvé d'appartement. Et d'ailleurs, si j'avais pu voir la vidéo que j'ai fait sur le sujet, j'aurais très sûrement hésité beaucoup moins longtemps. Donc moi, naturellement, j'avais déjà mon compte français qui était ouvert, mais j'avais pas encore ouvert de compte en banque suisse. J'ai donc décidé de me faire payer mes salaires sur mon compte en euros. Et donc, c'est la première partie qu'on va voir sur la droite, la plus complexe pour les travailleurs frontaliers. Les travailleurs frontaliers, la majorité de leurs dépenses va être faite en euros et donc ils vont devoir passer par un convertisseur à faible frais. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser un compte. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser un compte suisse, donc avec un IBAN qui commence par CH, qu'ils vont donner à l'employeur. Et ce compte de conversion, comme son nom l'indique, va avoir comme unique responsabilité de convertir le salaire que vous allez recevoir dessus et de l'envoyer instantanément sur notre compte en euros en échange d'un faible frais de conversion. Et là, même si vous vivez en France, en tant que frontalier, vous allez quand même avoir des dépenses à réaliser en Suisse. Potentiellement pour manger à midi parce que vous n'allez pas faire votre gamelle tous les matins ou pour faire des achats dans des magasins par exemple. Et c'est à ce niveau-là que ça va être important d'avoir un compte en banque dans lequel vous avez le moins de frais possible de conversion entre l'euro et le franc suisse. Pour ça, il n'y a rien de nouveau, on va passer par des néobanques qui vont se permettre de faire des frais plus faibles comme Revolut, Wise et Boursobank. Et attention, là vous pouvez vous renseigner auprès de votre banque traditionnelle, vous allez potentiellement pouvoir lire 0 frais de conversion. Et là attention, il y a tout le temps 2 pendants et 2 choses à faire attention lorsque vous faites des achats dans une autre devise. Il y a dans un premier temps les frais de conversion, c'est-à-dire que votre banque dit ok, vous achetez en francs suisses avec vos euros et nous on va prendre 0,1%. Et le deuxième, c'est ce qu'on appelle le spread, c'est-à-dire les frais qui sont inclus dans le taux de conversion. Et ça, c'est beaucoup plus obscur. Par exemple, si vous êtes à la BNP ou je ne sais où,
On peut vous dire, ah oui, non, mais vous inquiétez pas, votre compte en banque, il y a 0 frais de conversion, on ne prend rien de plus dessus, alors qu'à l'intérieur du taux de conversion, ils prennent énormément de marge. Donc là, le seul moyen d'en avoir le cœur net, et très majoritairement, honnêtement, ça va être des néobanques qui vont gagner la palme, ça va être d'aller sur ces différents sites et de prendre un montant, disons 100 ou 1000 euros, et de le convertir en francs suisses pour voir quel taux et quels frais ils appliquent. D'ailleurs, là, j'ai précisé que c'était pour les frontaliers, mais en tant que résident suisse, si jamais vous faites la majorité de vos investissements en euros pour une raison X ou Y, là aussi, ce type de montage peut être préférable pour vous parce que vous allez décider de vivre en Suisse pour des raisons fiscales, par exemple, comme on l'a vu dans la vidéo 2, mais que vous n'allez jamais dépenser le moindre franc suisse dans le pays. Alors là, en effet, c'est peut-être potentiellement plus intéressant de passer par un convertisseur comme Ibani que de faire la conversion avec votre compte suisse. Ce qui nous fait une belle transition vers ce deuxième cas. Si vous êtes résident suisse, vous allez faire au plus simple, c'est-à-dire ouvrir un compte en banque dans lequel vous allez faire vos dépenses et vos investissements. Néanmoins, il faut prévoir aussi que, en tant qu'ancien français, vous allez potentiellement souvent revenir en France et souvent devoir acheter en euros ou vous faire des conversions sur votre compte en euros. Et donc là aussi, il faut être malin sur le choix de la banque parce que ces conversions-là, au fil du temps, peuvent vous coûter cher. Et donc pour cette raison, moi j'ai décidé d'utiliser You parce que c'est une néobanque avec tous les avantages qui vont avec. C'est quelque chose qui marche bien, la plateforme fonctionne, c'est intuitif, c'est dynamique, pas de frais cachés, pas de mauvaise surprise, facile. Et surtout, je peux virer de l'argent sur mon compte Boursorama quand je retourne à Paris ou en France pour mes vacances par exemple. À savoir que Revolut fait aussi un compte Revolut suisse. Donc là, je viens de te faire une petite comparaison des différentes solutions qui s'offrent à toi. Si tu trouves aussi que l'une de ces solutions te convient, et j'en ai aucun doute là-dessus, je t'invite aussi à utiliser mon lien de parrainage. C'est gratuit, tu as souvent un bonus à l'arrivée, ça permet de promouvoir mon travail. Merci à toi. On vient de terminer la phase 3 avec la préparation au départ et maintenant on va voir la phase 4. Alors qu'est-ce qui passe de la phase 3 à la phase 4? C'est tout simplement le départ de son activité en Suisse. À partir du moment où tu vas bosser en Suisse, normalement tu devrais avoir fait ton déménagement un peu avant ou un peu après. Tu devrais avoir déposé ton permis de résidence, tu ne l'as pas encore parce que ça prend un certain nombre de mois. Et là, tu as un certain nombre de démarches à réaliser après avoir mis les pieds en frontière ou en résidence suisse. Déjà, je vais commencer par là, petite parenthèse, si tu arrives en Suisse, tu as 14 jours pour annoncer ton arrivée dans ton canton de résidence. Tu regardes sur internet quel est l'office des habitants le plus proche de chez toi dans ton canton de résidence et tu vas y déposer tes justificatifs sous 14 jours. Pour finir avec les précisions suisses, d'ailleurs, pour le contrat électricité en Suisse, c'est très particulier. Les raccordements sont faits par résidence, donc tu n'auras pas vraiment le choix de ton fournisseur électrique. C'est extrêmement simple parce que tu n'as aucun choix à faire. Ils vont t'envoyer les factures et tu n'auras qu'à les payer. Donc maintenant, un peu plus globalement, dans un premier temps, tu vas vouloir choisir ton moyen de transport. Et donc là, en fonction de où tu vis, et là dans la vidéo 2 encore sur le sujet, j'ai défini tous les modes de transport qui étaient possibles en fonction de où tu habitais et surtout les temps de transport. Et donc là, si tu décides d'aller au boulot en voiture, que tu habites en Suisse ou en France, tu vas devoir acheter la vignette suisse, c'est-à-dire la vignette qui va te permettre d'utiliser les autoroutes suisses. Ça coûte à peu près 40 balles par an et c'est acheté à la douane le jour où tu arrives en Suisse. Dans tous les cas, tu vas faire face à des bouchons, les bouchons au niveau des frontières et des douanes pour les frontaliers et les bouchons dans la ville pour se garer au niveau de la Suisse. Si tu es résident suisse et que tu décides de ramener ta voiture, attention, tu as un peu d'administratif à faire. Tu vas devoir changer ton permis sous les 12 mois, réimmatriculer ta voiture, réassurer ton véhicule. Il faut compter à peu près 400 balles en tout pour un véhicule plutôt lambda. Okay. Enfin, dans tous les cas, résident suisse ou frontalier, tu vas devoir faire face aux bouchons. La voiture, c'est un enfer honnêtement. Que tu sois frontalier et bloqué en douane pendant des dizaines de minutes ou que tu sois résident suisse et bloqué dans les bouchons sur les grands axes dès que tu t'approches d'une grande ville. Alors c'est le choix du confort certes, mais sur la longue, moi je trouve ça totalement invivable. Et pour éviter tous les désagréments des bouchons, il y a les transports en commun, c'est simple d'utilisation, c'est à l'heure, c'est efficace, il n'y a pas de problème. Néanmoins, si tu utilises les transports intra en Suisse et que tu habites un peu loin, ça peut très vite devenir assez cher. Et donc là, tu as plusieurs options qui s'offrent à toi. Soit tu prends un abonnement qui te permet de rejoindre un point A et un point B, nos limites, qui coûtent une couille, on ne va pas se cacher.
Soit le cas le plus classique, si tu penses utiliser le train en Suisse, c'est de prendre un abonnement demi-tarif. Donc là, ça va coûter 190 francs par an et 170 les années d'après, et ça va te permettre d'avoir tous les billets de train divisés par 2 pendant l'année. Ce demi-tarif, tu peux le combo avec un demi-tarif plus, c'est une sorte de package que tu vas pouvoir acheter en amont. Par exemple, j'ai fait le choix d'acheter un demi-tarif 1500, c'est-à-dire que j'aurais donc payé 1500 francs suisses pour 2000 à dépenser dans des week-ends dans toute la Suisse ou dans mes trajets pour aller au travail quotidiennement. Sans abonnement, par exemple, si j'allais au travail tous les jours, ça me coûterait à peu près 4000 francs par an. Et avec le combo demi-tarif plus, avec le combo demi-tarif ainsi que le demi-tarif plus, ça me coûte finalement que 1500. Donc il y a quand même des avantages à utiliser cette pratique. En plus, pour finir sur les abonnements de train suisse, il y a la carte junior. S'il y a un enfant dans votre foyer, vous prenez une carte junior, ça coûte 30 francs et lui peut vous accompagner dans tous vos déplacements gratuitement. Donc c'est très pratique si vous voulez visiter avec un enfant toute la Suisse en train à faible coût. Pour la France, les transports en commun, on l'a dit dans une précédente vidéo, sont ultra efficaces et développés. Vous allez pouvoir traverser les frontières, que ce soit en bus ou en train ou en tram. Donc là, libre à vous de prendre des abonnements. Ils sont pas très chers en plus. Vous pouvez vous en sortir entre 80 et 150 francs par mois. Je vous laisse regarder sur Internet. La dernière option, c'est bien évidemment la moins chère, c'est le vélo. Il y a beaucoup de pistes cyclables en Suisse. En tout cas, dès que vous rentrez en Suisse, vous avez beaucoup de pistes cyclables. Bien évidemment, c'est pas cher, mais l'inconvénient, c'est qu'en hiver, il fait froid, il neige et il pleut, donc c'est un peu plus compliqué à utiliser. Mais vous pouvez faire le combo vélo l'été, train l'hiver. Écologiquement et économiquement, c'est quand même super intéressant. Puis peu après votre arrivée, si ce n'est le jour de votre arrivée, vous allez devoir prendre un abonnement internet et là, vous allez pouvoir choisir entre différentes options. Si vous êtes frontalier, vous allez simplement demander si un changement d'adresse est possible pour votre box. Auquel cas, vous avez juste à prendre votre box avec vous et la déménager. Dans le cas contraire, vous allez devoir résilier et changer votre abonnement. Et si vous avez opté pour vivre en Suisse, vous allez pouvoir choisir parmi les différents fournisseurs, majoritairement Sunrise, Swisscom et Salt. Pour ma part, j'ai fait le choix d'utiliser Sunrise, une box internet uniquement, donc sans la télévision, et ça me coûte à peu près 45 francs par mois. L'avantage de ces grosses boîtes, c'est que les immeubles sont déjà raccordés, donc le jour où vous récupérez la box, normalement, il suffit de la brancher et tout est parti. Là encore, fais ton étude comparative et si Sunrise t'intéresse, il y a un lien de parrainage dans la checklist. Là, on va passer à l'assurance maladie. C'est un gros morceau, surtout pour les frontaliers où il y a plusieurs choix différents. Là, on va devoir s'attarder un petit peu sur la question parce que c'est un choix qui est irrévocable. Okay, à partir du moment où tu décides de prendre une solution plutôt qu'une autre, tu n'as pas le choix que de le garder. Alors, il y a des stratégies pour pouvoir changer, c'est-à-dire virtuellement retourner en France puis retourner en Suisse pour pouvoir réactualiser ta demande. Mais vraisemblablement, le plus intéressant, c'est de faire le bon choix dès le début. Et donc, c'est pour ça que je vais t'expliquer toutes les spécificités de l'assurance maladie en Suisse. Je vais commencer par le cas des frontaliers qui est le cas le plus complexe, encore une fois. Donc, l'une des premières questions que tu vas te poser en devenant frontalier, c'est l'assurance maladie. Contrairement à ce que tu peux penser, tu n'as plus accès à la sécurité sociale gratuitement comme tu en avais l'habitude en tant que Français. Vous allez avoir donc deux choix. Le premier choix, c'est le choix de la LAMAL russe, qui est le système d'assurance maladie obligatoire en Suisse. Le deuxième choix, ça va être celui de l'assurance de la CMU, aussi appelée PUMA, qui correspond à la protection universelle maladie par la sécurité sociale française, avec ta carte vitale que tu as aujourd'hui. Donc là, sur le visuel, on voit deux choses. On voit déjà que le prix n'est pas calculé exactement de la même manière. Le prix de la LAMAL, il dépend de la franchise, alors que le prix de la CMU dépend du revenu. Alors, qu'est-ce que signifie la franchise pour la LAMAL ? Donc lorsque tu vas souscrire un contrat d'assurance pour la LAMAL, tu vas pouvoir décider de ton niveau de franchise, c'est-à-dire le montant annuel que tu vas devoir payer pour tes premiers frais de santé. Si tu décides d'avoir une franchise de 250, le minimum, tu vas être remboursé à partir du 251e franc suisse que tu vas dépenser en frais de santé. Si tu décides d'avoir la franchise la plus élevée, c'est-à-dire 2500 francs, ça signifie que par exemple si le médecin coûte 100 francs, ce qui est à peu près les tarifs, si tu y vas 15 fois, tu ne seras jamais remboursé parce que tu auras dépensé 1500 francs suisses de dépenses. Et d'un autre côté, plus ta franchise est élevée, moins tu vas coûter cher à ton assurance et donc plus ta prime mensuelle va être faible. Là, la LAMAL pour un frontalier, elle se situe entre 250 et 300 francs suisses par mois. Maintenant, pour la CMU, c'est un peu différent. Déjà, ce n'est pas un tarif par personne, c'est un tarif par foyer. Okay, donc si toi, tu décides d'être rattaché à la CMU, c'est tout ton foyer qui va être rattaché à la CMU. Et le calcul va être différent. On va prendre le revenu fiscal de référence de ton foyer,
auquel on va retirer un abattement de 10 000 € et on va prendre 8% de ce montant-là qu'on va mensualiser. Et donc là, ce qu'on voit, c'est que si mon foyer a 80 000 € de revenus, je vais payer pour tout mon foyer 464 € par mois. Et donc là, c'est facile. Si je suis tout seul dans mon foyer, c'est pas du tout intéressant parce que la balle est moins chère. Je vais payer entre 250 et 350 francs suisses. Par contre, si j'ai ma conjointe et 4 enfants, là, tout de suite, ça devient beaucoup plus avantageux de prendre la CMU. Petite parenthèse, la Lamal pour les enfants, elle est à peu près 2 fois moins chère que la Lamal pour les adultes qui est indiquée sur l'écran là. Je te laisse faire les calculs et les simulations de ton côté, mais globalement, plus ton foyer est large en termes de nombre de personnes avec des revenus faibles, plus la CMU va être intéressante. Au contraire, moins il y a de membres dans ton foyer et plus le revenu du foyer est élevé, plus la Lamal va être intéressante pour toi. Et on voit que dans les deux cas, tu vas avoir l'option d'ajouter une mutuelle. Alors pourquoi ajouter une mutuelle, me diras-tu ? Alors déjà la CMU, elle rembourse que 70% en général des cotisations et c'est encore moins pour l'optique, le dentaire, etc. En plus, elle fonctionne que pour les frais en France et donc il y a quand même un désert médical en frontière et si tu veux pouvoir te faire soigner en Suisse, tu vas devoir prendre une mutuelle qui prend en compte les prestations à l'étranger. Si tu as fait le choix de la Lamal, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une couverture légale minimale qui est très standardisée, donc avec une franchise, une quote-part qui te reste à charge. Donc déjà, même au-delà de ta franchise, quand tu vas faire des soins de santé, tu ne vas pas être remboursé 100%. Tu vas quand même avoir une petite quote-part de 10% environ que tu vas quand même devoir sortir de ta poche, alors même que tu es en dehors de ta franchise. Par exemple, dans mon cas, j'ai fait le choix d'avoir 2500 francs de franchise. Je sais que si je vais 25 fois chez le médecin à 100 francs unité, je ne serai jamais remboursé. Et la 26e fois que je vais aller chez le médecin, je vais être remboursé à hauteur de 90%. Il me restera une petite quote-part de 10% non remboursée. C'est quand même une surprise quand on est habitué au tiers payant en France comme ça. Là, ça nous passe l'envie d'être malade, ça je peux te le dire. Mais là où je voulais en venir, c'est que même à ce prix-là, la Lamal ne prend pas en charge ni l'optique ni le dentaire. Et donc si vous savez que vous allez avoir des problèmes avec vos dents ou changer vos lunettes, vous êtes dans l'obligation de prendre une mutuelle ou alors de payer plein pot. Ce qu'il faut savoir par exemple, c'est qu'en Suisse, un détartrage c'est entre 100 et 150 francs, un plombage entre 200 et 500. Refaire une couronne, c'est 1200 à 1500, ok. Et un implant dentaire, c'est entre 3000 et 6000 francs. Donc ça monte très très vite. Si vous avez des enfants avec des caries, des gouttières ou des appareils dentaires, là aussi, la mutuelle, vous allez devoir y passer malheureusement. Donc, en fonction du calcul, vous choisissez si c'est la Lamal ou la CMU qui vous intéresse le plus. Et en fonction de vos besoins personnels en termes de sécurité, santé, vous allez décider en plus de prendre une mutuelle complémentaire. Si vous êtes résident suisse, c'est exactement le même principe, sauf que la Lamal coûte plus cher, entre 400 et 600 francs suisses par mois. Ça augmente tous les ans et c'est pas prêt de s'arrêter. La complémentaire aussi, si elle n'est pas prise en charge par votre employé, est totalement optionnelle et en fonction de votre besoin, vous allez pouvoir ajouter une complémentaire entre 150 et 300 francs par mois. À savoir que pour toutes les mutuelles, cette fois-ci, le tarif ne dépend pas de la franchise ou du revenu de votre foyer, mais de votre âge. J'ai fait une demande de devis. Voici le tarif en tant que résident suisse d'une bonne complémentaire en fonction de l'âge. Ok, le dernier truc que je voulais voir avec toi au sein de la phase 4, c'est-à-dire la préparation de ton arrivée en Suisse ou en frontière, c'était la préparation de tes impôts. Donc déjà, dès ton arrivée en Suisse, tu vas être imposé sur ton revenu mondial. Il y a néanmoins une convention de non-double imposition qui permet de favoriser les échanges économiques et le travail frontalier, de limiter les conflits fiscaux entre les administrations fiscales des deux pays et de protéger les contribuables de la double imposition. Pour rappel, tu n'es pas imposé à la source si tu es citoyen suisse ou titulaire d'un permis C, ou si tu es frontalier et résident fiscal en France, mais imposé en France, c'est-à-dire que tu travailles en dehors du canton de Genève. Donc pour tes impôts, il va y avoir deux grandes options. La première, c'est l'imposition à la source suisse, c'est-à-dire la méthode la plus simple, mais avec le moins de flexibilité. C'est-à-dire qu'il va y avoir un forfait standard qui va être appliqué sur certaines déductions fiscales. Même si dans ton cas personnel, tu pourrais potentiellement déduire plus. Donc par exemple, dans le calcul, ils estiment qu'en moyenne, tu vas dépenser tant pour tes déplacements
et donc il va te les déduire de tes impôts. Alors que c'est possible que tu te déplaces pour aller au travail à pied et donc ça te coûte absolument rien. Dans le cas contraire, tu pourrais dépenser des milliers de francs par an et là aussi, ça ne serait pas pris en compte particulièrement. Le gros avantage de cette première méthode, c'est qu'il n'y a aucune démarche à faire, hein, c'est tiré directement de ton salaire. Mais si tu as des grosses charges, c'est-à-dire des longs trajets ou des gros frais effectifs professionnels par exemple, tu ne pourras pas les déduire davantage que le forfait par défaut qui est prévu. Sur ce tableau, je t'ai noté les frais déductibles et si tu payes dans ton cas personnel très peu de ces frais-là, alors la première option, l'imposition à la source suisse, sera très majoritairement la plus efficace et la plus avantageuse pour toi. Dans le cas où tu comptes payer beaucoup de ces charges déductibles, il va falloir que tu prévois la seconde option d'imposition, c'est-à-dire la taxation ordinaire ultérieure, autrement dit la TOU, qui correspond cette fois-ci à faire une déclaration fiscale complète. C'est naturellement beaucoup plus compliqué que l'impôt à la source, où tu n'as quasiment rien à faire, mais en contrepartie, tu vas pouvoir déduire au réel tous tes frais. Ça marche pour les frontaliers imposés à la source en Suisse qui veulent faire valoir certaines déductions fiscales, et ça marche bien évidemment pour les résidents suisses. Je fais un rapide crochet sur la ligne bien particulière des cotisations au troisième pilier, le pilier 3, car cette unique déduction pourrait quasiment justifier une imposition à la TOU, étant donné qu'elle permet de déduire de ses revenus jusqu'à plus de 7000 francs au maximum par an, ce qui est énorme. Pour ce faire, voici comment ça fonctionne. Vous allez devoir ouvrir un compte 3A en ligne. Pour ma part, je recommande FIAC ou FinPension, qui ont tout simplement les frais les plus faibles, mais aussi les supports les plus variés, si vous vous y connaissez. Dans mon cas, j'utilise FinPension donc et je peux investir ces 7000 francs déductibles de mes revenus sur des ETF comme le MSCI World et même sur des ETF répliquant du Bitcoin ou de l'Ethereum par exemple. Les deux solutions que je vous ai données, FIAC et FinPension, sont selon moi tout autant efficaces, mais si vous utilisez mon lien de parrainage pour FinPension, vous recevez 25 francs suisses après votre premier dépôt. Le lien est dans la checklist. Pour déduire ces frais-là, tu vas devoir fournir des justificatifs et la déclaration est à réaliser avant le 31 mars de l'année suivante. Néanmoins, pour éviter les petits malins, à partir du moment où tu passes d'une imposition à la source à une TOU sur une année spécifique, tu vas être obligé de faire une TOU toutes les années d'après. Ça évite d'avoir à faire passer tous tes frais sur une seule année. Donc je résume en une phrase, tu regardes dans le tableau, si tu réalises beaucoup de ces frais-là, tu fais une TOU, sinon tu t'embêtes pas et tu restes à la source. Et donc tu vas te dire pourquoi je te parle de ça maintenant, parce que en fait tu as des justificatifs qu'il va falloir garder. Tu as des justificatifs médicaux, d'investissement, etc. qu'il va falloir préparer à partir du jour où tu es officiellement résident en Suisse. Et pour clôturer toute cette parenthèse sur les impôts, j'ai eu pas mal de questions sur la dernière vidéo. La partie française, par exemple, ta SCI ou ton LMNP, est toujours imposée en France, mais doit quand même être déclarée à la Suisse comme revenu. Eux, ils vont le prendre en compte dans l'assiette imposable. Un exemple particulier, imagine tu es résident suisse, tu n'as aucun revenu en Suisse, mais tu as des revenus en France de loyer. On veut s'assurer qu'ils ne vont pas te donner les aides en Suisse comme si tu avais 0 € de revenus, alors que tu as 35 000 € de loyer qui tombent tous les ans. Tu vois, ça paraît normal. Ça ne veut pas dire que tes revenus en France vont être comptabilisés dans l'impôt, ça veut juste dire qu'ils vont être comptabilisés dans l'assiette pour l'éligibilité à certaines aides. Donc par exemple, dans le cas du LMNP, ce dernier est imposé en France. Je vais devoir déclarer ce bien-là à la Suisse, d'une partie ses revenus pour connaître mon assiette imposable et déclarer son patrimoine net pour mon impôt sur la fortune. Pour une SCI à l'IR, c'est la même chose, c'est imposé en France. J'ai des revenus qui sont déclarés à la Suisse pour mon assiette imposable et j'ai mon patrimoine net qui est déclaré pour mon impôt sur la fortune. Dernière spécificité, en tant que résident suisse, il y a l'EPO. Dernière spécificité, en tant que résident suisse, tu vas avoir l'impôt ecclésiastique. Il s'agit d'un impôt destiné à financer les églises reconnues d'utilité publique et donc c'est une case que tu dois cocher dans tes impôts, catholiques, protestantes, israélites, etc. Et donc comme on l'a dit avant, il y a l'impôt sur la fortune, qui est un impôt sur la valeur nette de ton patrimoine et pour tout ça, je t'invite à regarder la vidéo précédente sur le sujet. Ok, normalement, si tu en es là, c'est que tu as un travail, un appartement et que tu as réalisé toutes les démarches nécessaires pour ton arrivée et ton installation en Suisse ou en frontière. Il te reste normalement pas grand-chose à réaliser, tu peux commencer à reprendre un train de vie normal. On voit notamment qu'en tant que résident suisse, il y a beaucoup plus de choses à faire qu'en tant que futur frontalier, ça c'est évident.
Donc j'ai dédié la dernière partie de ces vidéos à toutes ces personnes qui ont fait le choix de résider en Suisse pour leur donner les quelques spécificités de la vie en Suisse et potentiellement des trucs et astuces que j'ai découverts sur mon année ici. Et donc là, sur cette partie, je vais être ultra rapide et ultra efficace, point par point. Le numéro d'AVS, d'abord. C'est ton numéro de sécurité sociale, c'est aussi simple que ça, c'est un numéro qui va te suivre toute ta vie jusqu'à ta retraite. C'est ton numéro d'identification pour les autorités et pour tous les établissements publics. Ensuite, en tant que résident suisse, tu vas avoir une petite particularité par rapport au paiement des factures. En France, quand on doit payer une facture à un prestataire, on va recevoir une lettre nous indiquant d'aller sur notre compte personnel pour réaliser le paiement. Ici, c'est bien différent, on va recevoir une lettre dans laquelle on va avoir un QR code qu'il nous suffira de scanner dans notre application bancaire pour le payer instantanément. On peut même d'ailleurs définir la date à laquelle le paiement va être fait, qui par défaut va se mettre le plus loin possible avant l'échéance de paiement. Par rapport à ces factures, parfois on peut même décider de ne plus les recevoir par la poste et sur version papier à scanner, mais directement dans notre application bancaire. Et donc ça, c'est une petite intégration sur notre compte bancaire qui est réalisée dans la majorité des comptes en Suisse, qui s'appelle e-bill. Et donc vous allez voir popper vos factures petit à petit là-dedans. Vous aurez juste en un clic à les valider. Il n'y aura plus besoin de scanner quoi que ce soit, ni d'être chez soi et de dépendre d'un courrier pour payer vos factures. Ensuite, pour ce qui est du streaming et de la vidéo à la demande, là c'est plutôt une astuce. En effet, en Suisse, il y a un certain nombre de plateformes de streaming qui sont tout simplement interdites parce qu'en dehors de l'Union européenne. Par exemple, si vous voulez regarder un film sur Canal+, sur votre PC, ou si vous voulez regarder koh sur votre téléphone depuis votre réseau en Suisse, ils vont vous dire attention, le service n'est pas disponible dans votre pays. Et pour ça, il y a une petite stratégie. Si précédemment vous avez fait le choix d'avoir un forfait français avec l'option suisse, vous allez pouvoir regarder en 4G ou en 5G vos formats sur votre réseau français depuis la Suisse. Si vous avez un ordinateur, il vous suffira de faire un partage de connexion avec votre connexion 4G sur votre PC, de lancer le flux vidéo et ensuite vous pouvez repasser sur votre Wi-Fi suisse puisqu'il ne vérifie le pays de connexion qu'au lancement de la vidéo. Ensuite, la redevance télé. Alors, peu importe que vous ayez une télé ou pas, finalement, vous allez devoir déclarer la possession d'un appareil ou d'un outil capable de se connecter à la radio ou à la télé. Un téléphone mobile suffit. Donc, vous allez le recevoir par la voie postale dans votre boîte aux lettres, une redevance qui est aux alentours de plus de 300-350 francs à payer tous les ans. Dans la même bride, on a la taxe d'ordures ménagères. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le canton de Genève, c'est une redevance forfaitaire annuelle qui va vous être demandée. Et dans certaines communes, une pesée de vos déchets, donc pour être facturé à qui pollue le plus, paye le plus. Dans le canton de Vaud, ils ne s'embêtent pas avec ça. Si vous décidez de ne pas faire le tri dans les poubelles spécifiques, ils vous vendent des sacs poubelles à 2 francs unité, dans lesquels vous pouvez mettre toutes vos ordures en vrac. Et là, c'est pareil, qui pollue le plus, paye le plus. En fonction de la taille, vous pouvez vite en avoir pour 50 à 150 francs par an. Si tu as une voiture, tu l'as vu tout à l'heure, tu as 12 mois pour récupérer ton nouveau permis. Et là, que dire sur les permis? Alors, premier avantage, il n'y a plus de points, donc plus de risque de perdre ton permis après une dizaine de petites contraventions. Néanmoins, les contraventions sont beaucoup plus élevées et même dans des cas les plus graves, si par exemple tu es en infraction de plus de 70 km/h, tu vas payer une amende en fonction de tes revenus et là, ça peut très vite calmer. Avant-dernier point, les détaxes. En tant que résident suisse, tu vas pouvoir détaxer tes achats faits à l'étranger. En France, ce n'est pas quelque chose qu'on connaît beaucoup parce que le principe de la TVA, c'est que chaque bien ou service acheté est taxé dans le pays dans lequel il est consommé et pas dans le pays dans lequel il est acheté. En France, on est un des pays dans le monde dans lequel il y a la plus grosse TVA et donc ça n'a jamais été à notre avantage d'acheter un produit à l'étranger avec un taux de TVA plus faible et de demander expressément de payer notre TVA française qui est plus élevée. Okay, ça n'a aucun intérêt financier. Donc personne ne le fait et c'est quelque chose de totalement nouveau. Maintenant que tu es en Suisse et que tu as un taux de TVA normal de 8,1%, alors qu'en France, tu as un taux de TVA de 20%, il y a cet écart que tu vas avoir envie de récupérer. Donc déjà, comment ça marche? Si tu veux pas avoir à t'embêter avec tout ça, déjà, la première chose que tu dois retenir, c'est qu'il y a une franchise de 150 francs suisses par personne et par jour pour les achats physiques, donc pas d'e-commerce.
C'est-à-dire que si tu vas en France ou en Belgique ou n'importe où, que tu achètes quelque chose qui coûte moins de 150 francs, tu peux passer la frontière sans aucun problème, sans avoir légalement à définir et à déclarer quoi que ce soit. Petite particularité, il y a quand même des restrictions et des quotas sur des marchandises particulières que je t'affiche à l'écran. Par exemple, les produits laitiers, la viande, les cigarettes, l'alcool, comme on en a l'habitude lorsqu'on voyageait en avion à l'époque en France. Donc, au-dessus de 150 francs de TVA, je suis redevable de la TVA que je peux payer directement en ligne ou sur place à la douane. Donc, tu es redevable de la TVA en Suisse et comme tu as fait ton achat en France, pour éviter de payer la double TVA, tu vas utiliser une application tierce qui va à ta place récupérer la TVA dans le pays dans lequel tu as acheté et payer la TVA dans le pays dans lequel tu vas consommer, c'est-à-dire la Suisse. Il y a 2-3 applications qui marchent à peu près pareil. Moi, j'utilise celle qui prend le moins de frais, la plus simple à utiliser de nos jours, qui est Saving Tax Free. Je t'ai mis en lien dans la checklist. Donc concrètement, comment te servir de cette application et de ces informations? Imaginons que tu souhaites t'acheter une montre d'une valeur de 500 euros. Tu vas aller à Paris, par exemple, en France, et tu vas l'acheter 400 euros hors taxe, avec 100 euros de TVA. Avant de rentrer en France, tu vas prendre une photo de ta facture et l'envoyer à l'application qui va la vérifier. Sous quelques minutes, l'application va te confirmer que tu peux désormais éditer ton bordereau de détaxe. Et donc là, tu as plusieurs options. Soit tu continues à faire tes achats à droite à gauche dans plein de magasins, tu les rajoutes et à la fin, tu édites ton bordereau. En tout cas, le bordereau, il va te servir le jour où tu passes la frontière à le présenter sous une machine Pablo. Les machines Pablo, en fait, c'est des douaniers mais digitaux dans lesquels tu vas passer le QR code de ton bordereau digital sur la machine. La machine va le repérer, elle va indiquer ou non à un douanier de vérifier ta marchandise. C'est pour cette raison unique que tu dois absolument avoir ta marchandise sur toi et non ouverte, non utilisée avant de passer la douane. Si tout est validé, l'application va recevoir la notification de la part des services des douanes et te rembourser sous un mois. C'est extrêmement simple d'utilisation et c'est d'ailleurs utilisable pour tous les produits où la TVA est plus élevée en France, c'est-à-dire quasiment tous les produits. Finalement, tu peux, en tant que résident suisse, aller faire tes courses en France, les détaxer pour récupérer 2 à 3% si c'est vraiment ton intérêt en passant par la douane et en faisant ton bordereau avant de rentrer chez toi. Et dans les faits, tu paieras même pour tes courses moins cher qu'un résident frontalier. La toute dernière partie que je voulais présenter dans cette vidéo, c'est les frais de douane lorsque tu te fais livrer digitalement des produits chez toi. Alors déjà, tu peux éviter tout ça si tu te fais livrer dans un point relais en France ou livrer chez un ami qui a une adresse en France. Première option. La deuxième option, si tu veux absolument te faire livrer chez toi en Suisse, il va y avoir des frais de dédouanement que tu vas pouvoir calculer. Pour faire très simple, la douane ne va pas s'embêter avec tes achats si jamais tu leur dois moins de 5% de TVA. Pour calculer ça, c'est très simple. En fait, tu prends le taux de TVA de ton produit, majoritairement 8,1%, et tu prends le montant hors taxe de ce que tu viens d'acheter, converti en francs suisses. Si le montant hors taxe multiplié par la TVA fait un résultat de moins de 5 francs suisses, tu sais que la douane ne va jamais te poser de problème. Si jamais tu dépasses ce montant, le transporteur qui t'a envoyé le produit, donc par exemple La Poste, DHL, UPS, etc., va se charger de toutes les formalités de dédouanement et va t'envoyer une facture. Par exemple, la Poste suisse facture minimum 11,5 francs et maximum 70 francs. Tu vas avoir des frais de douane de 13 francs fixes plus 3% de supplément sur la valeur du produit. Pour t'aider à y voir cliquer, je t'ai fait un rapide fichier Excel dans lequel tu vas pouvoir mettre le montant de ce que tu achètes hors taxe, plus la TVA du produit en question, et ça va te calculer combien est-ce que tu dois de TVA. Pour pas rendre le truc trop compliqué, la recette de base, c'est que si tu achètes un truc qui vaut moins de 63 francs hors taxe, frais de transport et d'emballage inclus, ça fait avec 8% de TVA moins de 5 francs, donc tu ne vas jamais rien payer. Long story short, tu peux faire des achats sur Temu, Amazon ou ce que tu veux de moins de 60 francs directement dans ta boîte aux lettres et tu ne paieras rien. Par contre, si jamais tu as un achat de 150 francs à faire, là tu as deux options. Soit tu te le fais livrer chez toi et tu paieras des frais de dédouanement, soit tu peux segmenter ta livraison en 3 fois 50 par exemple et te faire livrer 3 fois si jamais les frais de livraison ne dépassent pas les frais de dédouanement bien évidemment. Voilà, j'en ai fini avec tous les trucs, astuces et les choses à savoir en tant que résident suisse. On a terminé les 4 phases, tu connais maintenant toutes les démarches à suivre pour t'installer en Suisse, que tu sois frontalier ou futur résident. J'espère que cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair et surtout qu'elle t'a fait gagner du temps et éviter des erreurs. Avant que tu partes, n'oublie surtout pas de télécharger la checklist complète en description de cette vidéo qui revoit
toutes les étapes dont on vient de se parler et encore plus. Que tu sois futur résident suisse ou frontalier, cette checklist est conçue pour te guider et pour ne rien oublier. Tu connais la musique, si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à liker, commenter et à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. N'hésite surtout pas aussi à partager la vidéo à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et si tu as encore des questions, les commentaires sont faits pour ça, profites-en, je réponds à tout le monde. Merci à toi de m'avoir suivi et à très bientôt sur la chaîne, c'était Crispy. Ciao.